j'ai reculé le moment, mais bon, le moment arrive. C'est Trump, évidemment, avec vous. Pourquoi vous souriez, Vincent Hervouet? Non. Vous vous rappelez, il y avait un film qui avait été fait il y a quelques années où vous savez, quelqu'un vient annoncer la fin du monde avec justement une sorte de météore. Mais c'est génial ce film. Don't Look Up. Don't Look Up. Don't Look Up. Voilà, il passe dans le journal pour aller et puis après on passe à la météo. Bien sûr. Et il se fiche de lui. Oui, bien sûr. Exactement, c'est un film, mais c'est pas il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il y a peu de temps. Et quel est le... Leonardo DiCaprio qui... C'est Caprio, il est formidable, oui. Mais quel est le lien avec... Mais quel est le lien avec Michel Chevalet? Il faut bien parler effectivement de la guerre qui vient. Bah oui, la guerre qui vient. Alors, avant... Vous êtes un peu le DiCaprio de ce plateau, d'ailleurs. Vous êtes un peu le DiCaprio de ce plateau. Voilà. C'est vrai. Bon, on va essayer de chercher votre... Kate Winslet, on va essayer de la trouver, mais bon... Attention à l'iceberg. Nous allons écouter Trump. Alors, on va commencer par quelque chose qui nous a fait sourire hier, parce qu'on était en plateau hier entre 20h et 20h25, lorsqu'il y avait des questions à Donald Trump. Et c'est vrai que la forme nous intéresse toujours. Et il y a une question d'un journaliste. D'ailleurs, les questions seront assez rudes. Oui, beaucoup plus rudes que ce qu'on peut avoir. Exactement. Et c'est une question qui est posée par un journaliste du New York Times. Et cet échange qui dure 2 minutes, c'est tout Trump. Mais je ne peux pas lui donner tort, si vous voulez, parce que ces gens disent n'importe quoi. Donc, ça serait bien de temps en temps. Alors, vous pouvez remplacer, pour vous faire plaisir, New York Times par Le Monde, si vous voulez. Vous avez le droit de vous remplacer. Et comme ça, on peut passer un moment qui est différent des autres, pourquoi pas. Et écoutez cette petite séquence. Ça pourrait causer des pertes de leur côté. Des attaques délibérées sur des infrastructures civiles vont à l'encontre des conventions de Genève. Vous êtes avec qui? Le New York Times. Le New York Times qui ne marche plus du tout avec de moins en moins de lecteurs. Vous avez menacé de frapper des infrastructures, des ponts. Écoutez, j'espère ne pas avoir besoin de frapper ces infrastructures-là. Mais vous savez, ils négocient depuis 47 ans. Ce sont de grands négociateurs. Mais moi, je ne veux pas qu'ils aient la bombe nucléaire. Et si quelqu'un un jour prend ma place et qu'il est faible et inefficace, ce qui est tout à fait possible, parce que d'ailleurs, on a eu beaucoup de présidents par le passé qui étaient faibles, inefficaces et qui avaient peur de l'Iran. Je ne veux pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, à aucun moment. Il faut bien voir que ce sont des gens qui sont fous alliés, qui sont en plus assez puissants. D'un point de vue qui est le mien, ces gens-là sont complètement fous. Si vous pensez qu'il faut leur laisser le bouton nucléaire, pour moi c'est une folie. Dites-le à vos amis du New York Times. Taisez-vous, vous n'êtes plus crédible au New York Times. Parce que le New York Times a dit que Trump n'allait pas gagner l'élection. Et pourtant, je l'ai gagné 2 fois même. Donc vous n'avez plus la moindre crédibilité. Votre seule crédibilité, elle est très ancienne maintenant. Alors vous vivez de ce passé, vous en vivotez. Mais il faut être précis dans les informations que vous partagez. Et des gens comme vous, vous êtes des menteurs, tout simplement. Vincent Hervouet, il y a le fond et la forme. D'abord, et c'est pour ça que c'est intéressant, à qui il parle, Donald Trump? Il parle à son électorat qui se méfie de l'élite et des journalistes. Il se fait plaisir à lui-même en réglant un compte avec le New York Times. Comment vous décodez? Parce que c'est pas neutre de parler comme ça. C'est l'institution, le New York Times. Ah oui, non, mais c'est surtout l'opposition à Sa Majesté actuellement. Donald Trump a déposé plainte contre le New York Times il y a 6 mois de ça. Il leur réclame 15 milliards de dollars au quotidien pour diffamation, parce qu'ils avaient publié une enquête sur ses relations présumées sexuellement répréhensibles avec Jeffrey Epstein. Et donc, dans le cadre de cette affaire, il y a une véritable bataille qui est en cours. Mais de toute façon, il y a un contentieux qui est très ancien. Il a été élu contre le parti de la presse. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Le parti dominant à Washington, Parce qu'il y a un parallèle, évidemment, avec ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce qu'on appelle parfois l'extrême centre en France,
où le politiquement correct, qui est l'espace médiatique, globalement pense la même chose, globalement, à grands traits. Alors, il ne pense pas toujours la même chose, mais il a les mêmes ennemis. C'est-à-dire que Trump est l'ennemi en France de l'extrême centre, comme il est l'ennemi aux États-Unis. Donc, et après, il y a une alliance parce qu'on a un objectif commun ou un ennemi commun. Oui, il y a des points communs, évidemment, qui sautent aux yeux, à la fois dans l'adhésion à un certain nombre de dogmes progressistes, dans le décalage entre Washington et l'Amérique profonde, et puis dans la communauté journalistique qui vit dans une forme de permanente surveillance d'elle-même. Vous avez une opinion dominante dans les médias. Il y a un parti bourgeois des médias, en quelque sorte, qui décide quel est le convenable dans le camp, dira-t-on. Oui. Mais on est aux États-Unis. Le New York Times, c'est effectivement une institution et il y a un grand respect quand même du pouvoir de la presse, qui est l'un des contre-pouvoirs de l'autorité. On se méfie quand même de l'État. Oui, mais Olivier de Lagarde, en qui fait une Amérique, revue... on se méfie énormément du pouvoir de l'État. Parce que l'État ment. Et l'État... en France aussi, l'État ment. Hein? En France aussi, l'État ment. Il n'a fait que mentir ces dernières années. Vous voulez que je vous dise La France existe par la volonté de l'État. Il y a une histoire... Nos histoires n'ont rien à voir. Et donc, aux États-Unis, il y a une révérence vis-à-vis de la presse, qui défend la liberté, qu'il n'y a pas forcément en France, où on a connu une presse corrompue, une presse collabo, une presse aux ordres, une presse communiste. Et on a connu une presse qui était vraiment qui s'est pas grandi énormément. Il y a eu à la Libération, au moment après la Résistance, le Conseil national de la Résistance, l'idée de fonder une presse qui soit véritablement indépendante des pouvoirs de l'argent, des pouvoirs de... Mais ça c'est un peu évaporé, hein. Mais c'est un contre-exemple. Bon, en tout cas, Olivier de Lagarde, qui fait la revue de presse chaque matin, il peut voir que sur certains sujets, il y a... Ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil, mais les ennemis... Si, là, pour trouver des supporters de Donald Trump aujourd'hui dans la presse, il faut quand même bien les trouver. Mais même le Figaro, le Figaro est très incroyablement le chef du service international du Figaro, qui s'appelle Monsieur Philippe Gély, voilà, moi je lis extrêmement toujours respectable, et n'est pas du tout trumpiste. Mais enfin, il faut reconnaître également que Trump ne fait pas grand-chose pour se faire aimer de la part des Européens. Oui, mais c'est pas le sujet, c'est ce qu'on disait hier. Je préfère que Trump gagne plutôt qu'il échoue quand même. Sur le Groenland, par exemple. Sur les droits de douane, par exemple. Sur l'Iran, on dorme mieux le jour où le régime des Mollahs n'existera plus, c'est une évidence. C'est ça que je dis. Évidence. Oui, mais en attendant, il met des ultimatums qui repoussent tout le temps. Mais tout ça, ce n'est pas le sujet. Une fois qu'on a tout dit, je préfère que Trump l'emporte plutôt qu'il échoue. C'est sûr. Enfin, et quand tu lis la presse française, tu as l'impression du contraire. Tu as vu cet exemple, et on en a parlé hier avec l'Aviateur, qui avait une sorte de joie mauvaise. On espérait qu'il ne soit pas récupéré. Donc je trouve ça étrange. On comprend votre réaction épidermique. Mais en même temps, il y a une réalité qu'il faut que vous regardiez en face, c'est qu'il y a un divorce avec les États-Unis comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire récente. C'est-à-dire que depuis un an, Donald Trump a infligé à cette vieille alliance ce vieux ménage transatlantique, il lui a infligé 3 dommages qui sont absolument, mais qui donnent l'impression d'être quasi irréparables. Il y a eu la guerre commerciale, il y a eu le Groenland, et le Danemark, qui était le pays le plus atlantiste de l'Europe. Aujourd'hui, il cherche un secours auprès de l'Europe contre les États-Unis. Et il y a enfin cette guerre unilatéralement déclarée qui met les Européens au bord d'une catastrophe. Et donc on lui en veut. Évidemment, Donald Trump est un repoussoir. Plus les insultes répétées qui sont pas nécessaires. Envers le président de la République, qui sont gratuites. Mais pas seulement Macron, d'ailleurs, envers le président espagnol, l'anglais. Il n'a qu'un seul allié, c'est Israël. L'Amérique aujourd'hui, en guerre, a un allié qui est Israël. Mais l'Europe lui est hostile. J'entends ce que vous dites, mais je trouve ça... enfin, je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire. Entre les Mollahs et Donald Trump, je suis étonné qu'on préfère les Mollahs. Là où vous avez raison, c'est que la presse ne fait pas la part des choses. D'une manière générale, on a l'impression que tout ce que fait Trump, c'est insupportable. On est en retard. Voilà, exactement. On est 9h25. Et c'est en
l'anti-Trumpisme, je le trouve assez stupide. Un peu pénible. Pour tout vous dire. Bon. Pas très intelligent. Cher Michel Chevalet, pendant que nous parlions et que vous parliez de Buzz Aldrin, notre excellent ami Norbert Saada nous a envoyé une petite photo et il connaissait très bien Buzz Aldrin. Et il l'a rencontré plusieurs fois. Mais Norbert Saada connaît la Terre entière. Donc, il m'a envoyé cette petite photo, tout Norbert Saada, Buzz Aldrin. Bon. Il y a même des contacts sur la Lune. Mais Norbert Saada, Sur la Lune. Norbert Saada connaît tout le monde. Donc c'est Sur la simple. Lune, tout le monde. Mais même mais Buzz Aldrin, il a rencontré, il m'a dit, il m'a envoyé. Qui ne connaît-il pas? Mais c'est extraordinaire. Alors le problème, c'est que et Buzz Aldrin, 97 ans, hein, vous avez dit. Bon, il est en bonne, j'allais dire en bonne forme. Il est encore, il parle, il donne des interviews. Là, c'est Aldrin. De plus en plus. Aldrin. Là, c'est Aldrin, oui. J'ai rencontré Aldrin à 3 reprises, me dit Norbert, et à chaque fois, je lui disais combien j'étais enthousiaste après avoir vu en direct l'unissage. Il est le premier à lui avoir dit ça, bien évidemment. Bon, merci Michel. Vous étiez parfait. Hein, et on se reverra un dossier intéressant. On va en débattre. Les 40 ans de Tchernobyl, il y a le bilan. Ah oui. Ah oui, ça, oui, oui, effectivement. Le problème du nuage, etc. Le nuage, il s'était arrêté à Strasbourg, le nuage. Ça ne vous a pas arrêté, ça ne vous a pas échappé. Il s'était arrêté à Strasbourg. C'est comme le Covid, il s'était arrêté pile à la frontière. J'avais pris l'information de plein fouet. On ne savait pas trop ce qui se passait et on n'avait pas les informations. Je raconterai des anecdotes avec. Eh ben, on va commémorer cela. Il y a une série d'ailleurs qui avait été faite sur Tchernobyl qui était intéressante. Bon, il est 9h26. Nous marquons une pause et nous revenons à Donald Trump que vous détestez. À tout de suite. Nous étions hier soir ensemble en train de débriefer les paroles de Donald Trump. On va réécouter l'essentiel avec Kylian Salé et Vincent Herouet va pouvoir nous dire. Alors, l'ultimatum, il l'arrête quand? À 19h ce soir. 19h, l'Iran. C'est 2h du matin. 2h du matin de Paris. Donc l'Iran revient à l'âge de pierre, si j'ai bien compris. Oui, mais bon, oui, normalement. Si l'ultimatum est respecté, et si Donald Trump passe à l'acte, ce sera ça. Bon, voyons le sujet de Kylian Salé. Pendant près d'une heure, Donald Trump a multiplié les attaques contre l'Iran. Le président américain a assuré pouvoir éliminer ce pays en une nuit. Il a annoncé la destruction prochaine de nombreuses infrastructures. Tous les ponts du pays seront détruits à minuit demain. Chaque centrale sera mise hors service. Une destruction qui peut se faire en quelques heures si l'Iran n'accepte pas son ultimatum. Ils ont jusqu'à 8 heures demain soir, heure de l'Est, heure normale de l'Est, pour faire les bons choix. Les bons choix, l'OTAN ne les a pas faits selon Donald Trump. Il a qualifié l'organisation d'inoffensive et d'inutile. L'OTAN est un tigre de papier. L'OTAN, c'est nous. Et lorsqu'on a eu besoin d'eux, on n'en a pas besoin de l'OTAN. Parce qu'ils n'ont pas du tout aidé, ils ne sont pas intervenus. Ils ont fait même l'inverse. Ils ont fait obstacle à notre opération. Une opération soutenue par le peuple, selon le président américain. Donald Trump assure que les Iraniens sont prêts à souffrir pour faire tomber le pouvoir actuel. Bon, c'est vrai qu'on ne croit pas à ces ultimatums, parce que c'est toujours pareil, quand on a fait 1, 2, 3 et que tu ne le respectes jamais, tu ne crois pas. Ça montre qu'on est impatient d'obtenir un résultat. Ça ne veut pas dire qu'on est de moins en moins crédible. Au fur et à mesure que les ultimatums, on les repousse, c'est le 5e du genre en 17 jours, 18 jours. Donc, évidemment, c'est un peu incompréhensible. Il y a un mystère dans la déclaration de Donald Trump. Il y a une phrase très énigmatique quand même quand il dit « On peut prendre le pays en une nuit et ce sera peut-être ce soir ». C'est quelque chose comme ça, la citation. Hein. On ne voit pas de quoi il parle et on ne comprend pas très bien. Vous avez le détroit d'Ormuz. En fait, il y a la règle des deux. Vous avez le détroit d'Ormuz, c'est 200 km. Vous avez 2000 marins. Et vous avez 20 000 marins et 2000 bateaux qui sont coincés là. Et les Iraniens réclament 2 millions de dollars aux bateaux qu'ils laissent passer. Ça, c'est la réalité concrète de la situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez des Iraniens qui, finalement, ont un système de défense tellement décentralisé auquel ils sont préparés depuis si longtemps qu'ils peuvent tenir longtemps. Alors que Donald Trump, lui, il a des rendez-vous très précis. Il a la règle des 60 jours. C'est-à-dire que 28 février, 28 avril, le 28 avril, il est devant le Congrès, il doit demander
rendre des comptes au Congrès et obtenir un vote sur cette guerre. Vous avez le rendez-vous électoral, et là, le sablier se vide. Ça, c'est les élections de mi-terme. Il est donc pressé d'obtenir le résultat. Les Iraniens, eux, ne sont pas pressés. Ils tiennent. Et ils tiennent de mieux en mieux, en plus, ce qui est épouvantable. C'est-à-dire, quand ils bombardent les pays alentours, ils visent, leur acquisition est meilleure. Ils mettent des coups au but désormais. Bon, François Tsitsevich, hier, va nous rappeler le sauvetage, puisque le président Trump a donné beaucoup de précisions sur comment cette histoire, c'est un héros et c'est tout à fait exceptionnel, comment cet aviateur avait été sauvé. Plus de 170 avions militaires et plusieurs centaines d'hommes mobilisés. Donald Trump a détaillé les opérations de sauvetage des 2 soldats américains. Certains étaient là pour faire office de leurre, parce qu'on voulait aussi lutter contre ces milliers de personnes qui, au sol, cherchaient ce pilote. Donc on voulait déployer ces avions un peu partout, les écarter au maximum pour que l'ennemi ne sache pas ce qui se passe, en se disant il y a des groupes ici, il y a des groupes là qui ne sachent plus où donner de la tête. Pour la seconde opération de sauvetage ce dimanche, il a fallu entre 45 et 56 minutes aux forces américaines pour récupérer le pilote sous les tirs iraniens. Une opération historique selon les mots du président américain, qui loue le courage du pilote blessé. Il est donc monté en altitude, il a suivi ce qu'on lui a appris pour ne pas être capturé. Il a soigné ses propres blessures, il a contacté ensuite les forces armées pour communiquer sa localisation. Donald Trump s'en est également pris à la presse, qui avait révélé les informations sur le sauvetage. Il a promis de retrouver le responsable de la fuite et de le mettre en prison. Bon, Vincent, on ne va pas s'éterniser parce qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel hier soir, manifestement, et on redit un peu ce qu'on a dit hier, puisqu'il n'y a rien de nouveau entre hier soir et ce matin. Simplement, vous vouliez rajouter un mot sur Israël? Oui, non, parce que le compte à rebours qui se termine, c'est pas à cause de la façon dont les Américains font la guerre. Parce qu'à la rigueur, là, ils viennent de réussir un coup magistral avec cette opération de sauvetage qui montre à quel point la machine militaire est écrasante. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre le risque de mettre des hommes au sol, ils ne veulent pas aller au bout. Il n'y a que les Israéliens et les Iraniens qui, aujourd'hui, se battent en mettant leur peau en jeu. Les Américains ne le font pas et ne le feront pas. C'est important de le dire. Et puis, ce qui est intéressant, parce que c'est de voir les raids dans l'histoire. Et ce matin, dans la matinale, il y avait un sujet très, très intéressant, d'ailleurs, de Maëva Lamy, qui a rapporté, Maëva Lamy, pardonnez-moi, qui a rapporté les grandes opérations de ce type, qui font parfois des films, d'ailleurs, Raid sur NTB. Je crois que c'était un film avec Charles Bronson, il me semble, dans les années 70. Donc, c'est le modèle. C'est le modèle, exactement. Donc je voulais juste qu'on voit ce sujet de Maëva Lamy, parce que ça participe effectivement à l'histoire du monde, à une forme de mythologie aussi des interventions. Regardez ce sujet. Il a marqué l'histoire militaire israélienne, le raid d'Entebbe. À l'été 1976, un vol d'Air France Tel Aviv-Paris est détourné par un commando composé de terroristes pro-palestiniens. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, les Israéliens lancent une opération de sauvetage. C'est un succès, 102 otages sont libérés. 3 d'entre eux sont toutefois tués, ainsi qu'un soldat, le frère de Benjamin Netanyahou. Autre opération historique, en 1977, un avion de la compagnie Lufthansa est détourné vers Mogadiscio, en Somalie, par 4 membres du Front populaire de libération de la Palestine. Les Allemands envoient une unité d'intervention qui parvient à libérer tous les otages. Enfin, dernier exemple, en 2011, le raid lancé par les États-Unis pour tuer Oussama Ben Laden à Abbottabad au Pakistan. Il dure 40 minutes et se solde par la mort du leader d'Al-Qaïda, sans aucune perte humaine pour les Américains. Voilà qui était toujours intéressant de se souvenir de ces raids. Il y a ceux qui ont raté aussi. Le raid auquel on pense, auquel il faut penser parce que c'est une réalité politique importante, c'est que Donald Trump, pendant le week-end, a en quelque sorte trouvé la revanche, obtenu la revanche au raid lamentable de 1980, quand la toute jeune République islamique avait humilié l'Amérique avec l'échec de l'opération de sauvetage des diplomates et des employés de l'ambassade qui avaient été pris en otage. Et donc,
46 ans après, voilà, justice est faite en quelque sorte.